La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Alors, monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Alors, cette semaine, une émission un peu spéciale, alors que nous avons le plaisir de recevoir un invité, M. Rénal Turcotte, qui est président de la Société du patrimoine de Thetford. Et il sera question de l'église Saint-Désiré du secteur Black Lake de Thetford Mines. Si le temps nous le permet, par la suite, nous conclurons notre émission avec quelques mots sur le magasin général O'Brien de Black Lake. Alors, M. Turcotte, bienvenue. Bonjour à vous, M. Nelson. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, l'église Saint-Désiré de Black Lake, si on en parlait un petit peu, à savoir quand elle a été construite, qu'est-ce qu'elle représente pour la région. Okay. Donc, l'église de Black Lake, si on veut, là, quand on regarde, on n'oublie pas qu'on est sous le principe des cantons. Là. Moi, je me dis tout le temps, en 1802, notre histoire est jeune, puis toutes ces affaires-là. Mais par contre, cette église-là, ici, pour la région, c'est une des anciennes pour Thetford Mines, donc elle date de 1892. Les registres, l'ouverture des registres, des documents, là, parce que ça a été une desserte auparavant, c'était en 1890, OK, que ça a été ouvert. Puis on l'appelle souvent l'église des mineurs parce qu'en fin de compte, elle est dans un milieu minier. Il y avait la mine Johnson, il y avait Mitchell, il y avait tout ça. C'est tout à proximité. Donc, cette église-là est sobre. Cette église-là est en bois. On va pouvoir en reparler tantôt. Mais c'est une église, en fin de compte, qui est importante pour la région. Puis on se dit tout le temps, souvent, on fait des comparatifs. Et moi, je me disais, bien, dans la région, je trouve parfois déplorable parce que j'avais fait un voyage en France. Et quand j'ai fait mon voyage en France, bien, je me disais, quand Notre-Dame a brûlé, là, on a vu Notre-Dame de Paris qui a brûlé, et quand Notre-Dame avait brûlé, j'ai dit, eux, ils investissent beaucoup, eux, essaient de sauvegarder les églises et tout ça. Et ici, à Black Lake, bien, ce qui arrive, c'est comme plusieurs autres églises là, du secteur de Thetford, bien, il y a eu des fermetures. Et elle s'en va vers cette direction. Ça fait que nous, on se disait, bien, il faudrait essayer de la conserver ou essayer d'y trouver une belle vocation. Quels sont les noms qui sont rattachés à l'Église en question? Je parle d'architectes, de concepteurs, même on entend James King. Oui. Si on regarde la mine, surtout ce qu'on va avoir ici, les mines ont été importantes, mais on n'oublie pas que les Kings, là, autant avec Kingsville qui va venir un petit peu plus tard, on va parler de 1905 pour Thetford, mais ce qu'on va avoir, c'est que quand on parle des Kings, c'est la période forestière. Et les Kings, on pourrait en parler, on pourrait passer une émission là-dessus, c'est que les Kings, en fin de compte, eux n'étaient pas résidents ici, mais par contre sont venus ici au niveau forestier. Et les frères King, quand on va créer la Kings Brothers, là, en 1878, ce qu'on va avoir, c'est que c'est l'association de William, James et tout ça. Et les frères King, quand ils vont être là, c'est qu'eux autres, ils contrôlent la structure forestière. Et par la suite, en 1876, quand on découvre l'amiante, bien, c'est là qu'ils vont devenir, ils vont acheter le fonds de terrain. Okay? Puis en achetant le fonds de terrain, ils vont avoir beaucoup de propriétés parce qu'à l'époque, là, quand on parlait des Kings, on partait d'ici. Et moi, il y avait des agents forestiers, d'autres, là, les Denning et tout ça, qui vendaient du bois aux Kings à l'époque. Et ça allait jusqu'en Gaspésie. OK? Fait que leur territoire est très vaste. Puis à Saint-Pacôme, il y avait leur maison d'été, puis leur maison officielle est à Lister. OK? Parce qu'à un moment donné, il y a une demande à voter ici à Thetford Mines. Puis dans les menus de la ville, c'est marqué dérogation. Ça veut dire qu'ils ne sont pas citoyens. Donc, ils ont demandé une dérogation pour pouvoir voter. Mais c'est là qu'on s'était mis à chercher leur maison qui était à Lister. Et eux, pour les églises catholiques, ils ont donné beaucoup de terrain. Même à Thetford, il y a des églises qui ont été construites sur des terrains qui appartenaient aux Kings. Puis à Black Lake, bien, même le cimetière et l'église fonctionnent avec ça. Mais il y a d'autres personnes qui ont donné, entre autres, des M. Wilson, puis un autre monsieur, je pense que c'est Walker ou tout ça. Il y a 3 personnages là, qui ont donné le terrain pour tout avoir les terrains de la fabrique, si on veut. Si on parle d'architectes et d'entrepreneurs, on parle de qui? Les architectes, là, c'est intéressant parce que c'est une des œuvres de David Ouellet. Là. David Ouellet a fait beaucoup d'églises. Là. Sur une période d'à peu près 30 ans, il a construit 250 églises au Québec. Là. OK? Et l'église de Black Lake en fait partie.
Donc, c'est M. Ouellet, ce qui est intéressant pour lui, c'est que M. Ouellet, au départ, c'est un monsieur qui a touché à tout, mais il est sculpteur. Et il a même sculpté à un moment donné avec Louis Jobin, là, qui est le fameux sculpteur qui a fait plusieurs statues religieuses, là, comme celle qu'on avait à Saint-Alphonse ici, les deux. Là. On a conservé, puis Saint-Maurice, puis tout ça. Et quand on regarde ça, en 1867, il est déjà sculpteur, il travaille avec Louis Jobin et il avait envoyé une de ses œuvres, entre autres, à Paris, à l'Expo universelle. Et c'est là qu'il y a eu une belle mention, entre autres en sculpture. Donc, c'est un individu qui va mettre beaucoup d'ornementation dans ses églises parce qu'il connaît bien la sculpture. Et par la suite, à partir de 1876, encore à peu près avec notre découverte de l'amiante, bien là, il va devenir architecte et c'est à partir de là qu'il va construire des églises. Mais quand on regarde ces églises, là, il y a toujours beaucoup d'ornementation, puis de chaque côté de l'hôtel principal, il y a toujours deux petites hôtels latérales qui sont très ornementés. Ça, et si on parle de l'entrepreneur, c'était également quelqu'un qui était connu à l'époque. Oui. Et les entrepreneurs, l'entrepreneur, c'est un monsieur Métivier. Elzéar Métivier, oui. Puis quand on va sur Internet ou si on regarde dans les volumes, bien, Elzéar Métivier, entre autres, c'est un personnage assez particulier parce qu'il travaille beaucoup avec Ouellet puis il prend des contrats. Et lui, il achetait même, il y avait au départ, il achetait le bois. Puis ce qui est remarquable pour le bois, là, moi, je trouve ça drôle parce qu'aujourd'hui, quand on va dans nos cours à bois, eux autres, le poil leur lèverait ses bras, là, c'est qu'on arrive à une situation où il faut que le bois soit clair de nœud, OK? Et qu'il soit parfait. Et c'est pour ça que lui, il va s'établir à Buckland. Et ce qu'il va avoir avec ça, c'est que là, il va avoir son moulin à scie où il va préparer son bois lui-même. Puis souvent, c'est ce bois-là qu'il amène, ou les pièces majeures qu'il veut avoir, là, c'est des pièces qu'il fait préparer pour pouvoir construire ses églises. Donc, il en a construit plusieurs avec M. Ouellet. Et c'est un personnage là, qui a marqué la structure, là, parce que c'est un personnage qui est très minutieux dans sa finition. C'est pour ça que M. Ouellet faisait bonne affaire avec lui. À l'origine, c'est une construction qui a coûté combien? Ça fait sourire plusieurs personnes. C'est une église à l'époque qui a coûté 7 000 OK? 7 000 piastres pour construire une église à l'époque. Puis on parle de, c'est à peu près une centaine de pieds de long et tout ça. Là. Ça fait une belle bâtisse. Moi, ce que je trouve particulier aussi, c'est que quand on parle des églises, là, il y a beaucoup, beaucoup de bénévolat là, pour les structures en dessous. Et je dis toujours que les églises sont nos châteaux. OK? Parce que quand je suis allé en France, je regardais ça, puis je disais, ils ont le château, ils ont tout ça. Mais un château, c'est quoi? C'est un élément qui regroupe, en fin de compte, la population. Il y a la structure féodale, mais on ne rentre pas là-dedans ce matin. Donc, ce qu'on va avoir avec ça, c'est que le roi qui est là ou le personnage qui est là a une importance, mais il prend toujours la responsabilité de son village ou de ceux qui sont à côté. Tandis que notre église, bien, nous autres, on la mettait au centre du village. OK? Donc, c'est notre symbole à nous. Puis on n'a pas de château ici au Québec, donc conséquemment, c'est comme nos châteaux. Ça a été construit avec beaucoup de bénévolat. Là, on voyait là, au début, quand on va dans les minutes de l'Église, les gens, on dit charroyer à l'époque, ils prenaient la pierre, ils prenaient tout ça avec des voitures à chevaux, avec de la force musculaire humaine. Là. C'est tout ce qu'on avait comme... il n'y avait pas beaucoup de mécanisation. Puis on amenait ça pour faire le salage, puis faire les pierres, puis transporter tout. Ça fait que c'est énorme. Puis moi, je me dis, faut les voir, ces églises-là, comme étant... notre fierté, parce que toutes les familles se sont impliquées là-dedans, là, quand même, de façon majeure. Puis il y avait des quêtes spéciales. Quand on a fait la construction de l'église, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des quêtes spéciales, puis on va dans les mines, OK? Pour être sûr que l'argent vienne, là, quand les mineurs travaillent dans les mines, on va demander au boss de mine de retirer une partie de la somme pour être capable de la mettre tout de suite sur le versement pour l'église. Quand on consulte le répertoire culturel du Québec, on voit à côté de l'église de Black Lake, grande qualité architecturale. Ah, en quoi elle est de grande qualité architecturale? Avant de faire, on va parler tantôt de sa citation, mais avant de faire sa citation, on a toutes visité les églises ici qui étaient dans le secteur, là, de Thetford et un petit peu plus loin. Et ce qu'on a fait, c'est que quand on rentre à celle de Black Lake, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est toute en bois. OK? Donc, le bois, comme on disait tantôt, là, M. Métivier et tout ça, ils ont pris du bois de qualité. Puis on regarde ça partout. Puis aujourd'hui, il y a des gens où on nous vend dans des commerces, on nous dit, regarde le beau plancher, il y a des petits nœuds dessus, c'est beau et tout ça. Mais à l'époque, c'est une dépression, ça n'a pas de bon sens. Et le bois qui était déclassé servait à faire les trottoirs de bois. Parce qu'à l'époque, on n'oublie pas que les trottoirs étaient faits en bois. Puis ils prenaient des fois des belles planches de pin, là. Il y avait quelques petits nœuds dessus, puis ça servait à faire des trottoirs. OK? C'est ça.
que, non, le bois est comme ça. Et là, il y a eu, monsieur, on n'oublie pas que M. Ouellet, comme j'ai dit tantôt, était un sculpteur au départ. Donc, l'ornementation est importante. Donc, l'église de Black Lake a beaucoup d'ornementation. Si on regarde son maître-autel en avant, là, c'est pas fait en plâtre, c'est tout en bois. OK? L'endroit où on a mis Saint-Désiré, qui était choisi, lui, parce qu'on avait eu un des servants qui était l'abbé Désiré Jobin. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a donné le nom de Saint-Désiré à la paroisse par la suite. Mais est-ce qu'on arrive là? Tout ce qui est autour de la statue est là. Toutes les colonnes, tout ce qui est latéral, les médaillons qui sont au plafond, c'est tout sculpté. Et on disait même à cette époque-là que les sculptures, parce que quand il y a eu les restaurations là, en 1908, on disait que les sculptures devaient être faites proprement. OK? Parce qu'ils devaient recevoir des feuilles d'or. Et à partir de 1908, on avait mis pour 1500 feuillets d'or, de dorure, sur les pièces qui avaient été sculptées quand on a fait la restauration. Et cette église-là, bien, quand on la voit d'en haut, on disait tantôt, c'est comme une croix latérale. Et ce qu'on va avoir, c'est que le maître-autel en avant qui est là, de chaque côté, tout ce qui est dans l'église, puis les médaillons, c'est tout sculpté dans du bois blanc ou du pin. Tandis que quand on arrive en avant, OK, c'est du merisier, c'est sculpté dans du bois franc. Donc, c'est doublement difficile de faire. Puis l'ornementation est magnifique. Là, si on prend le temps de regarder les détails, et même la chair qui est là est très bien sculptée. Là. C'est fait dans du chêne, entre autres, puis du frêne. Et c'est remarquable. Et si on regarde aussi, dans les années 70, on a eu un renouveau où on épurait les églises. On avait retiré la chaire à l'époque, puis on avait retiré toutes les décorations qui étaient à l'avant du maître-autel, au-dessus des médaillons. Il y a comme des médaillons. Et quand on avait fait le centenaire, il y a quelques années par après, là, on avait trouvé ces sculptures-là qui étaient à la cave. Ils ne les avaient pas jetées, par contre, une bonne chose, mais ils étaient là. Et là, ce qu'on avait fait, c'est que quand on est arrivé, on voit ces belles sculptures-là, mais on disait, ça va où, ça? Et on a pris des photos anciennes, justement, puis on a regardé, puis on a vu que dans l'hôtel, en avant, il y a au-dessus, il y a de l'arche, là, il y avait des belles sculptures, on les a toutes réinstallées là, puis on les a toutes remis. Là. La période, c'était différent. Il y a une orgue aussi, oui. qui n'est pas fonctionnelle, mais qui avait quand même une très grande valeur. Oui, puis l'orgue, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle que l'Église évolue avec la population, là, on est en 1914 quand on fait l'achat d'un orgue Casavant. Là. Et la fameuse orgue Casavant, c'est une orgue remarquable. Et cet orgue-là a plusieurs... on parle de ses flûtes et tout ça. C'est une orgue qui a fonctionné, mais à un moment donné, elle a brisé. Et c'est là qu'on a été obligé de faire une modification parce que les coûts de réparation étaient énormes, OK? Juste pour la remettre en fonction. Donc, c'est là qu'on va acheter une autre orgue par la suite, là, pour une orgue électronique qu'on appelle, et qui va servir. Là, puis c'est bien entendu un personnage très important de la ville là, qui a été dans les chorales, puis tout ça, puis qui a fait le renouveau. C'est M. Ferland qui avait financé une partie de cette orgue-là. Oui, Guy Ferland. Guy Ferland, qui était très renommé, là, que tout le monde connaissait, puis tout le monde a en mémoire. Des fois, on est sur des conseils, puis on dit « c'est de valeur que Guy soit pas là ». Ça bougerait différemment. Ben oui. On parle de bois. Quel est l'état actuel des lieux? C'est bien conservé? Oui. J'ai pris des photos la semaine dernière, là, parce que avec la revue du défricheur qu'on a avec la Société des archives ici, j'ai pris des photos la semaine dernière, puis je l'ai marché à l'intérieur. Il y a des problèmes aux fenestrations. Ça, c'est la fenestration, mais quand je regarde, là, j'étais dans l'intérieur, puis je regardais tout ça, j'ai dit, c'est presque... C'est un miracle que ce soit encore comme ça, là, parce qu'il n'y a pas eu d'épanchement d'eau, il n'y a pas eu de structure, il n'y a pas eu rien. Tout l'intérieur, là, justement, on l'a chauffé avec le comité cet hiver. Puis quand on a chauffé tout ça, on ne peut pas ne pas chauffer cette église-là ou la laisser tout simplement. Il y en a qui disaient là, on devrait fermer tout le chauffage pour un hiver et tout ça. On ne peut pas faire ça, c'est du bois. Ça va coffrer, ça va briser. Mais tout l'intérieur, les arches, tout est beau, tout est intact. Je regarde les bancs, tout est beau, le plancher est beau. Il y a juste la fenestration qu'il faudrait qu'on renouvelle et il y a une partie du chauffage. Le chauffage, on a manqué un petit peu à un certain moment donné. Là, ça chauffe encore à l'huile. Et on sait qu'à l'huile, bien, ça va prendre un certain temps avant de changer ça et tout ça. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il y avait le gaz naturel qui est une option. Il y a la géothermie qui serait une option aussi. Et on pourrait avoir aussi des thermopompes, là, d'autres principes.
Moi, je me dis que celui qui récupérera peut-être cette structure-là ou les modifications qui seront à faire, pour la valeur et la structure qui est là, moi, je me dis que ce serait mineur. OK? Parce que, tu sais, si on dit ici que ça va coûter... quand même, ça coûterait là, 100 000 Je me dis tout le temps, tu sais, pour la valeur du bâtiment puis tout ce qu'on a là, c'est très peu. Puis je regardais juste les sculptures là, qui sont dans les têtes des chapiteaux, là, des colonnes. Il y a des belles... les sculptures, c'est des sculptures ioniques. Là. Chacune des colonnes qui sont dans les latérales de chaque côté, c'est tout de façon ionique. Tout ce qui est en avant dans le cœur de l'hôtel, c'est toute corinthienne. C'est une beauté. Et à un moment donné, je me souviens, moi, il y a un professeur d'art plastique qui était à Paul-Valente à côté. Il cherchait des endroits ou des choses à faire dessiner par ses élèves. J'ai dit, pourquoi vous n'allez pas à l'église? J'ai dit, vous allez trouver des structures à l'intérieur de ça qui sont exceptionnelles. Puis en fin de compte, elle était allée, puis elle avait fait une petite exposition avec ça. Mais il y a de quoi vraiment à faire avec ça. Puis l'intérieur là, est magnifique. On parle d'un immeuble là, qui est cité au niveau patrimonial. Oui. Est-ce que c'est un statut qui pourrait nuire à la vente, compte tenu que à ce statut-là, il y a des obligations qui sont rattachées? Oui. Au niveau de la citation, moi, je trouve toujours important, surtout que la reconnaissance a été faite maintenant. OK? Donc, on sait qu'on a quelque chose qui est remarquable. On sait qu'on a quelque chose qu'il faut qu'il soit conservé. Et comme je disais tantôt, c'est nos châteaux, c'est nos structures, et on ne veut pas que n'importe quoi rentre là-dedans. Le conseil de fabrique avait demandé, entre autres, on l'a vu dans les journaux, là, avait demandé une dérogation pour qu'on enlève cette citation-là. L'acceptation ne s'est pas faite, donc ça a été conservé. C'est une bonne chose pour moi. Oui. Et c'est une bonne chose parce qu'en fin de compte, vous comprenez qu'une église ou un bâtiment comme ça, on ne veut pas que ça devienne demain matin un entrepôt. OK? Donc, rentrer du matériel là-dedans, puis tout enlever les bancs, puis tout dénaturer la structure, on ne peut pas. Puis moi, je me dis tout le temps, c'est la fierté, puis... J'ai toujours le sentiment, je ne sais pas, la population, je ne sais pas comment ils sentent ça, mais j'ai toujours le sentiment, moi, de dire là, que cette église-là, elle a vécu avec nous autres. Là, t'sais. Elle est là depuis 1892, ça fait déjà 134 ans, à peu près. Fait que si on regarde ça, 134 ans, des bâtiments qui ont 134 ans puis qui sont en bon état comme ça, on peut pas, on n'a pas, on n'a pas d'autres. Et je me dis, tu sais, elle a vu avec nous autres, puis là, je faisais des comparatifs l'autre jour. Je disais 1892, ça correspond à quoi? Parce que des fois, on a de la misère à voir la valeur de l'objet. Le château Frontenac commence à être construit en 1892. OK? Puis c'est pas un château. En réalité, c'est un hôtel pour une compagnie ferroviaire. Je regarde aussi, le pont de Québec n'existe pas. 1912, OK? On est là. On regarde les choses, puis tu évolues tout le temps comme ça. Puis je me dis, elle a vécu quoi avec nous autres? Elle a vécu les premières familles qui sont arrivées. Elle a vécu la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale. Elle a vécu la Deuxième Guerre avec nous autres, la crise économique. Elle a vécu la course au mariage quand il y a eu la Deuxième Guerre avec ça. Elle a vécu... Tu sais, c'est vraiment notre histoire qui est là devant nous. On ne peut pas déroger. C'est un témoin d'histoire. C'est un témoin de notre histoire. Puis je me dis, celui qui achètera... moi, je regardais, puis quand il y a d'autres églises ici qui ont été citées, là, il y a celle de Le Vitrail, entre autres, et à toutes les fois qu'il y a eu des demandes, ça n'a pas bloqué les projets. Au contraire, ça a bonifié les projets. OK? Et en même temps, il ne faut pas obliger que si l'organisme qui va acheter ça ou qui prendrait ça en main va vouloir faire des modifications, bien, c'est possible de le faire, puis il y a des possibilités de subvention. Je sais qu'actuellement, les portefeuilles ne sont pas riches, là, mais ça peut revenir. Puis quand ça reviendra, bien, je me dis, on peut bonifier tout ça, puis on peut refaire selon le style, puis respecter l'architecture qui a été faite. Il y a possiblement des programmes. Ah, il y a des programmes, ben oui. Puis aussi, on avait eu des présentations, nous autres. Puis en même temps, quand il y avait eu ces présentations-là, on avait eu, entre autres, des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et il y a toujours une période de transition qui doit se faire. On peut faire des locations, on peut faire des structures. Et on avait comparé avec le Saint-Crème, là, qui était à Alma. Et le Saint-Crème, ben, ils ont fait un espace d'hébergement à l'intérieur. Et l'hébergement ici, bien, on n'oublie pas que dans la région, c'est déficitaire un petit peu. Quand il y a des congrès, quand il y a des tournois de hockey ou n'importe quoi, bien, les gens, des fois, ne peuvent pas se loger ici. On a le Comfort Inn, puis on se trouve à avoir
ce domaine en haut. Et des fois, on ne peut pas loger tout le monde. Ça fait que moi, je me dis l'hébergement... Parce que là, il y a plusieurs églises qui ont été fermées, mais c'est plus des salles de spectacle et tout ça. Puis il ne faut pas penser à faire une salle de spectacle juste à vocation primaire pour ça. Parce que je me dis, moi, de toute façon, il y en a déjà assez pour ça dans ce secteur-là. Mais on pourrait trouver autre chose, des bureaux, des espaces respectés. C'est un édifice qui vaut combien? Qui est évalué à combien? Je me semble, si je regarde, c'est à peu près 400 000, OK? À peu près là, au départ. Le prix de vente devrait virer à l'entour de 200 quelques mille, je ne sais pas, là, qu'on suggérait. Des promoteurs, il y en a eu différents. Puis moi, je me dis, on est allé à l'ordre des constructeurs un peu. Nous autres, on a fait les ingénieurs et tout ça. On a fait des approches, puis on se disait, ben comme à côté, là, il y avait la résidence des religieuses là, qui était là, la maison Nazareth. Et ça a été transformé. C'est devenu une résidence personnes âgées. Là, actuellement, ils le transforment pour faire des appartements dedans. Ça pourrait être des vocations, c'est des ouvertures. Puis nous, on a envoyé des messages à ces gens-là. Puis on a dit, bien, il y a de quoi d'intéressant qui pourrait être approprié actuellement pour peut-être vos projets. Donc, ce serait intéressant peut-être d'être visionnaire, oui, et de voir à faire quelque chose de bien avec ça. Il y a des gens qui ont levé la main. Il y a des gens qui regardent. Puis je dois dire qu'il y en a qui ont des approches quand même intéressantes. Et on n'oublie pas qu'ici, en région, là, il y a quelque chose qui se fait avec des visions pour aller jusqu'en 2040. Là, c'est encore loin. Et on parle ici du gris ouvert. Là. Et le gris ouvert, il y a beaucoup... Bien là, la voie ferrée s'en revient ici. Il y a toutes les structures. Et en plus, bien, on veut récupérer là, une partie des bâtiments miniers qui sont à la BC, qui est en haut, British Canadian. Et on veut récupérer ça. Puis moi, je me dis, bien, pour eux autres, l'église qui est là pourrait servir peut-être d'emplacement pour mettre les bureaux, mettre les structures, mettre tout ça. Et ils pourraient avoir une vocation là, qui soit encore, où il y a même des organismes qui sont venus là, pour faire peut-être une structure multiconfessionnelle. Il y a toutes sortes de choses là, qui ont été approchées. Mais c'est beau parce que les gens s'intéressent. Là. Mais il fallait ouvrir la porte, puis là, la porte est ouverte. Et les gens s'approchent tranquillement, puis ils viennent voir. Il nous reste 4 minutes. Okay. Un petit peu de temps pour parler du magasin O'Brien. L'ouverture se fait quand? L'ouverture, tous les ans, l'ouverture se fait à partir de la Saint-Jean-Baptiste, aller à la fête du travail, OK? Donc du 24 de juin, aller au 1er. Et ce qu'on a à travers ça, c'est qu'on se trouve à avoir, ça va ouvrir du mercredi au dimanche. OK? Et il y a 2 jours de congé, c'est le début de la semaine. Et ça rouvre de 10 h le matin à aller à 5 h le soir. Avant ça, on ouvrait plus de bonne heure le matin, mais on s'est aperçu que les gens, le matin, ils se lèvent pas tous. Ça fait qu'on a rallongé plus le soir. On va avoir, on a eu une bonne nouvelle avec, on va avoir un guide qu'on va pouvoir engager cet été aussi. Ça, c'est fait. Ça fait que là, on commence à regarder ça. Ça fait que le magasin général O'Brien, ce qui est important, c'est qu'on a 2 étages maintenant qui sont disponibles pour la visite. Premier plancher, c'est de 1900 à 1950. Deuxième plancher, de 1950 à 1970. Et je dis tout le temps aux gens, gênez-vous pas de nous appeler pour venir nous offrir des dons. Et ce qui est à l'intérieur, nous autres, on ne vend pas. OK? C'est important. On conserve pour l'histoire. Et moi, j'ai été 33 ans le professeur d'histoire, puis je me disais avec les élèves, des fois, on regardait dans un livre, puis je disais, bon, regardez la photo, ça, c'est un magasin général. Mais dans ma tête, à moi, ça disait tout le temps, si on pouvait les faire entrer dans la bâtisse, dans la structure, prendre la matière ou le matériel que les gens utilisaient auparavant, puis la diffuser. C'est un peu ça qu'on fait au magasin O'Brien. Ça fait déjà 23 ans. C'est ouvert depuis 2003. Et on est dans notre 23e année. Et le magasin général O'Brien, ça allait évoluer. Et quand les gens viennent de l'extérieur, parce qu'on a au moins à peu près 600 visiteurs par année, quand les gens viennent de l'extérieur puis ils nous disent « Wow, c'est de dons ingénieux ce que vous avez ici » et tout ça, on dit « Merci beaucoup ». Et on dit à la population, souvent, vous êtes prêts. Puis moi-même, des fois, il y a des choses qui sont prêtes et on ne va pas visiter. Donc, moi, j'ai toujours rêvé que ça devienne la maison de la population. Là, le magasin O'Brien, quand on l'a créé, c'était pas moi. Là. Le magasin O'Brien, c'est pour la population. C'est un cadeau qu'on vous donne. Ça fait que c'est votre histoire qui est là. Profitez-en. Localement, c'est un petit peu méconnu. Oui, c'est ça.
Puis il y a des fois qu'il y a des gens, on se met à discuter sur d'autres comités, puis on se dit, le magasin O'Brien, il y a des gens qui disent, ah, ça existe, ça? C'est quoi? C'est dans notre région? J'ai dit, non, ça fait juste 23 ans là, qu'on est là. Pour les gens qui sont de la région, on va dire que c'est sur la côte Ouais, à Black Lake. sur la côte à Black Lake, exactement. C'est la rue Notre-Dame qui est devenue la rue des Minottes. En réel, il faudra revenir. Ça a été fort intéressant. Oui. Puis c'est malheureusement déjà terminé. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Puis on attend de vos nouvelles. Merci beaucoup, Nelson. Alors, quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. C'est Nelson Victo qui vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.